Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez super bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on n'est pas dans notre cuisine, on refait une vidéo où on vous parle directement face à la caméra. On va vous parler de quelque chose qui nous tient encore plus à cœur de ce qu'on a pu vous dire par rapport à notre histoire avec la médecine ou alors la FAQ sur nous. C'est quelque chose qui a totalement bouleversé notre vie, d'abord celle de Charles, puis après la mienne, vous allez comprendre pourquoi. On a beaucoup été inspiré par les vidéos de Thibaut InShape qui rencontrait des personnes qui ont vécu des difficultés et qui ont réussi à se relever, à battre ça et à faire de belles choses. On l'a contacté pour faire cette vidéo avec lui. Il n'a pas répondu, j'imagine qu'il est énormément débordé. Et on s'est dit qu'on avait envie de faire passer ce message avec sa notoriété. Ça aurait pu faire un message encore plus impactant, mais on s'est dit que c'était trop dommage de garder ça pour nous. Alors que peut-être qu'on peut vous aider, qu'on peut aider des personnes que vous connaissez. Donc voilà, pour mettre un petit peu les choses au point. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est pas un sujet rigolo. Ni par rapport à la pâtisserie. Non, du tout. Et pour autant, on veut que ce soit une vidéo qui soit gaie, pleine de bonnes ondes, de bonne humeur, même si on va parler de périodes un peu sombres de notre vie quand même, de notre couple, mais surtout de notre vie. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de montrer comment on s'est servi de ça pour se créer une vie qui nous inspire, qu'on trouve extraordinaire, et comment peut-être vous pouvez vous servir de notre histoire pour avancer dans votre vie. Donc là, ce qu'on s'apprête à vous dire, c'est vraiment, vous l'avez vu dans le titre, on a dit notre plus grand secret. C'est pas un titre putaclic, c'est quelque chose que même certains de nos tout meilleurs amis ne savent pas. On va vous raconter des histoires que peut-être même certains membres de notre famille ont aucune idée que c'est arrivé. Donc on se livre vraiment à vous, c'est un petit peu bizarre et en même temps ça va nous faire du bien. Donc voilà, c'est compliqué à sortir. Depuis mes 17 ans, donc là j'ai 23 ans. Oui, depuis la terminale. Ouais, je suis tombé malade en terminale en fait, je me souviendrai toute ma vie. Donc c'était le 1er janvier 2013, je sortais le lendemain de la soirée du 31 décembre où j'avais passé une super soirée, je m'étais éclaté et le lendemain je me suis mis à boiter et je me souviendrai toujours que les gens qui me croisaient me disaient t'as trop dansé, t'as des courbatures, et je disais ouais c'est vrai, j'ai trop dansé. Bon. Pas du tout. Et ça a duré un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ça s'empirait en fait, j'arrivais de moins en moins à marcher. Ça se voyait très clairement, hein. Je me refermais, j'ai toujours été quelqu'un de super souriant, super ouvert. Et là je commençais un petit peu à serrer les dents, je souffrais beaucoup, j'avais très mal. Et petit à petit, j'ai fait des rendez-vous chez des médecins qui ont commencé à penser à une sciatique, c'était pas ça. Qui ont cherché pas mal de maladies, de plus en plus graves et c'était jamais ça. Et au bout de plusieurs mois, on m'a cherché un cancer avec des tumeurs sur ma colonne vertébrale qui affecteraient mes nerfs. C'était vraiment des moments très difficiles. Et un jour, on a découvert qu'en fait, je souffrais d'une spondylarthrite ankylosante. C'est, voilà, pour ceux qui connaissent pas cette maladie, on connaissait pas du tout ça. Non, pas du tout. On était en terminale, donc toute notion de médecine était vraiment très loin. Ouais. En gros, pour vous la faire très simple, c'est une maladie auto-immune. Théoriquement, quand tout va bien, votre système immunitaire, il se défend, il vous défend contre les maladies, les virus. Et là, dans une maladie auto-immune, il y a une petite partie du système immunitaire qui s'attaque à notre propre corps. Et aux parties saines du corps. En l'occurrence, dans la spondylarthrite ankylosante, ça va directement attaquer les articulations et l'espace entre les articulations. Et si vous voulez, moi, mon système immunitaire, eh bien, il bouffe littéralement mes articulations. Et le problème de cette maladie, c'est qu'à terme, les articulations et les os vont fusionner et il n'y a plus de mouvement possible forcément puisqu'il n'y a plus d'articulation. C'est l'articulation sacro-iliaque qui pour toi a été premièrement touchée, c'est vraiment le sacrum, donc c'est la fin de la colonne vertébrale et la hanche. C'est cette articulation-là, qui a été touchée, c'est pour ça que tu boitais beaucoup. En gros, c'est une articulation pas très importante, mais dans la suite et par l'évolution de la maladie, ce qui a été le cas, ça peut aller toucher d'autres articulations, notamment les articulations centrales le plus proche de la colonne vertébrale, donc la colonne vertébrale, c'est-à-dire que les vertèbres peuvent fusionner. C'est ce qu'on appelle la colonne de bambou, donc vous voyez l'image d'un bambou. Donc on peut plus se baisser, on peut plus rien faire. Ça m'a touché beaucoup les clavicules, le sternum, les articulations entre le sternum et la clavicule, donc beaucoup de mal à respirer, des douleurs tout le temps. Et voilà, c'était pas un moment facile. Je vais vous raconter un petit peu 2-3 moments que j'ai vécu pour que vous vous rendiez bien compte que, voilà, vous aussi vous vivez peut-être chez vous des moments difficiles que vous allez pouvoir comparer plus ou moins au mien. Alors, on n'est pas là pour dire le mien était pire, le mien était moins pire. Non, c'est pas du tout le but de la vidéo.
Ce qu'on veut vous montrer, c'est pas du tout pour se faire plaindre ou pour qu'on s'apitoie sur le sort de Charles ou du mien. On va vous raconter aussi, c'est pas facile d'être la personne à côté. Ce qu'on veut, c'est pouvoir vous aider si vous êtes dans cette situation ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, de proche ou de loin. On côtoiera forcément quelqu'un de malade, que ce soit d'une spondylarthrite ankylosante ou d'une autre maladie, d'un cancer, peu importe. Donc on va vous raconter un petit peu les bas et les hauts aussi de cette période pour pouvoir vous aider à avoir peut-être l'attitude qu'on a eue pour pouvoir s'en sortir. Quand on est malade, il y a beaucoup de choses pas faciles. Et avant d'être diagnostiqué, il s'est quand même passé plusieurs mois, voire 2 ans, il me semble. Et pendant ces 2 ans-là, on n'est donc pas soigné puisqu'on n'a pas de diagnostic. Et c'est là que c'est très très compliqué. On a eu des périodes vraiment difficiles durant lesquelles moi je pouvais plus dormir dans mon lit parce que la position allongée était insupportable. Et il y a une époque où je pouvais dormir à un seul endroit. C'était dans ma voiture, dans la voiture de mes parents. Et le pire, c'est que c'était en hiver. C'était en hiver, et c'était un hiver horrible où la nuit il faisait entre moins 10 et moins 15 degrés. C'était un truc de fou. Donc ma mère à l'époque, puisque j'avais 17 ans, m'a porté 2 couettes et plein d'oreillers parce que je ne pouvais pas bouger pendant la nuit. Si je bougeais, c'était foutu quoi, c'était terminé. Donc imaginez-vous que j'étais quand même calé dans ma voiture en plein hiver avec 2 couettes là, donc la voiture était éteinte, il n'y avait pas de chauffage au go, on n'allait pas non plus abuser. Et là, qu'est-ce que tu te dis? Et là je me dis merde, mais comment c'est possible que ça m'arrive à moi? Et tous ceux qui sont malades, qui nous regardent ou qui connaissent quelqu'un de malade vont comprendre ça. On se dit obligatoirement, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien du tout. Il n'y a pas besoin d'avoir fait quelque chose de mal, hein. Ça arrive à beaucoup plus de monde qu'on ne le pense de souffrir d'un problème de santé. Et donc ça voilà, ça a duré plusieurs semaines, donc j'ai dormi plusieurs semaines dans ma voiture. J'allais au lycée à l'époque, j'avais des béquilles pour monter les escaliers. C'est jamais facile, je pense, quand on passe d'un stade de valide, même si je suis pas en fauteuil roulant, je suis pas en train de me plaindre du tout, mais on est en pleine possession de ses moyens, on va dire, et très très vite, tout d'un coup, on se dégrade, tout le monde le voit, et à un moment où il y a aucun diagnostic, rien n'est posé, et même si on dit à un copain, ouais j'ai une sciatique, très clairement, il se fout de votre gueule, et il se marre, parce que bon, c'est pas très, on prend pas ça au sérieux. Je pense que c'est compliqué quand on a mal de le faire comprendre aux gens, parce que eux déjà peuvent pas s'imaginer ça, ils sont face à leur propre vulnérabilité en disant c'est pas possible, t'as pas mal autant que tu le dis, et du coup c'est des situations un petit peu choc des fois où t'es quand même un petit peu pas malmené, mais où les personnes vont pas te croire, pas faire assez attention à toi en fait, pas faire assez attention à ce que toi tu peux ressentir, et je pense que c'est ça aussi qui est très compliqué. Et ça arrive avec les élèves, mais ça arrive aussi avec les professeurs. On était une fois en cours d'anglais avec Ava parce qu'on était dans la même classe, et je souffrais tellement que j'étais affalé sur ma table, les mains comme ça, mon visage dans mes mains, et j'attendais qu'une chose, c'est que la sonnerie arrive, et la prof m'a incendié en me disant « Charles, mais tu n'écoutes pas, qu'est-ce que tu fous ?» Enfin voilà quoi, vraiment pas cool parce que j'avais pas l'attitude du mec qui écoutait, hein, clairement, mais j'écoutais pas du tout, j'étais en mode survie. Très clairement, j'ai juste relevé la tête et la vue dans mes yeux qu'il y avait un gros souci, que ça n'allait pas du tout. J'avais les larmes qui commençaient à couler tellement, je pétais un plomb en fait, parce que mon corps était en train de me bouffer de l'intérieur, et c'est quelque chose qu'on ressent vraiment. Et c'est très désagréable, très très désagréable. Et on a dû carrément arrêter le cours, je me souviens plus si c'était la fin du cours. C'était la fin du cours. Et on a dû appeler mes parents, ma mère, pour venir me chercher dans le lycée. Donc ils ont fait rentrer la voiture de ma mère juste devant l'immeuble. On était venus nous chercher avec les filles dans la classe pour qu'on vienne te porter. Exactement, ils étaient 3 ou 4 personnes à me porter, à me faire descendre 2 étages. Et je hurlais tellement je souffrais parce que chaque mouvement me faisait atrocement mal. Et on m'a déposé comme ça dans ma voiture. Et je vous assure que quand là on est dans la voiture, on se dit mais putain, mais merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sympa avec les gens, je suis souriant, je travaille bien à l'école, je fais tout ce que je peux, et il m'arrive cette merde. Comment c'est possible? Donc ça c'est un exemple de situation où il n'y a pas que les élèves qui peuvent ne pas comprendre. Et du coup je voudrais faire la première petite aparté où j'aimerais vous donner l'envie, quand vous voyez quelqu'un qui ne réagit pas normalement, ou en tout cas pas comme vous le voulez, au lieu d'être dans le jugement et dans l'agressivité, de se dire stop, réfléchis, peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Et si c'était moi? Et si c'était moi? Pourquoi il réagit comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il a ce comportement? Et je pense que quand on commence à réfléchir un petit peu comme ça, alors c'est pas du tout une leçon de morale, mais c'est juste ce que nous on aurait aimé à ce moment-là. Là on se met plus à sa place et on peut se dire ah oui, c'est pas juste un con qui veut pas écouter à mon cours, il a peut-être un souci. Donc il y a eu cette période du lycée où on savait vraiment pas du tout ce que c'était. On cherchait pas mal de choses. Déjà quand on nous a dit que ça pouvait être un cancer, c'est un choc, c'est pas facile du tout. Je me souviens que t'es arrivé en pleurant, c'était
horrible. Tu voulais même pas te dire ce qui se passait parce que tu voulais pas me faire de la peine et j'imagine même pas tes parents. Enfin, j'imagine je voulais très pas me bien, faire mais de la peine à moi, en fait. c'était très compliqué et ça s'est passé comme ça pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'on arrive pour voir une spécialiste au CHU de Caen du coup qui trouve le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Ben, je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai appris le diagnostic parce que j'avais très peur d'avoir un cancer et c'était spondylarthrite ou cancer. Super. Évidemment, on se dit tous, ah bah t'as du bol, voilà, t'as pas eu le cancer, t'as tiré le bon ticket. Et moi c'est ce que je pensais, je me disais, pourvu que ce soit pas un cancer, pourvu que ce soit pas un cancer. Et un jour j'étais chez moi, donc à l'époque chez mes parents, et ma mère rentre et toute contente, parce que pensant que je vais être hyper heureux et soulagé, me dit, Charles c'est bon, on a le diagnostic, t'as une spondylarthrite ankylosante. Et là en fait à ce moment-là je comprends que contrairement à un cancer, qui, après un traitement extrêmement compliqué, tout ça, peut être, non pas soigné, mais en tout cas, on peut être en rémission et se sentir mieux. Moi, je vais avoir une maladie qui va me suivre toute ma vie, qui va peut-être m'amener dans quelques dizaines d'années, j'espère plus, dans un fauteuil roulant. J'espère pas du tout. J'espère pas du tout, parce que mes articulations vont une par une se dégrader et fusionner et que je pourrai plus bouger. J'avoue que j'ai eu une seconde où je me suis dit, putain, pourquoi j'ai pas eu un cancer? Alors aujourd'hui, attention, je me rends compte que j'ai eu une chance folle de pas avoir un cancer et que ça aurait été bien pire. Mais de toute façon, l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. J'ai eu ça, je me suis dit, mince, j'aurais dû avoir un cancer. Si j'avais eu un cancer, j'aurais dit, bah, j'aurais préféré la spondylarthrite. C'est évident. Dans tous les cas, je suis monté immédiatement dans ma chambre et je pense que j'ai pleuré pendant 1 heure minimum en me disant, ma vie va changer. Et à partir de ce moment-là, ma vie a réellement changé. Et c'est un moment clé et je pense que tous les gens qui nous regardent, qui un jour peut-être se feront diagnostiquer, je vous le souhaite pas, ou ont déjà été diagnostiqués d'une maladie, c'est très particulier, notre vie change à ce moment-là, et ça veut pas dire qu'elle change en mal, et que tout est terminé. À ce moment-là, on peut décider de faire des vrais choix dans sa vie, et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la vie aussi extraordinaire que celle qu'on a, c'est parce qu'on a vécu des trucs tellement durs, qu'on s'est dit, à côté de ce qu'on a vécu là, tout est facile, on peut faire ce qu'on veut. Alors, évidemment, c'est un peu simple quand on vit des trucs très durs de se dire ça pourra jamais être pire, mais on peut aussi se dire quand on a une vie où il n'y a pas eu de trucs trop compliqués qu'on peut avoir une super vie et que c'est pas si compliqué que ça. Si vous êtes chiant et que tout va bien chez vous, vous pouvez quand même réussir des trucs extraordinaires. Ouais, voilà, la petite nuance. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de passer par un état où on va très mal pour rebondir et c'est beaucoup moins facile d'aller bien et d'essayer d'aller encore plus haut. On voit très souvent des gens qui sont en fauteuil roulant, handicapés, et qui ont un smile jusque-là et on se dit putain mais c'est des génies les gars, ils sont trop courageux, ils sont trop forts. Oui, ils sont super courageux et j'ai fait partie à une moindre échelle de ce genre de personnes qui souffraient beaucoup et qui pourtant restaient très souriants, beaucoup plus que la moyenne des gens. Et c'est pas parce qu'on est des extraterrestres, c'est pas parce qu'on est plus courageux, enfin moi je crois pas, c'est parce que t'as pas le choix. T'as pas le choix, c'est soit tu te laisses t'enterrer et tu te dis c'est de la merde, ma vie est pourrie, je vais rien faire. Soit tu te dis, et oh mon pote là, il m'est arrivé une maladie, il peut m'en arriver encore bien d'autres si je fais n'importe quoi. C'est le moment que je me reprenne en main et que je fasse des choses incroyables et que je vive à 2000%, peu importe ce que j'ai en ce moment. Je sais pas ce que vous avez comme problème, si vous en avez, peut-être c'est 1000 fois plus grave que moi. Dans tous les cas, il y a des choses que vous pouvez faire pour améliorer votre vie, pour être plus heureux. Tenez-vous plus droit, soyez souriant, souriez à ce qui vous reste dans votre vie. Moi, il me restait plein de choses. J'avais une meilleure amie à l'époque, incroyable, des meilleurs amis qui étaient incroyables. J'avais ma famille qui me soutenait, donc on a tous quelque chose qui va bien. Ça peut paraître compliqué à comprendre parce que quand on est au fond du trou en quelque sorte, on se dit mais qu'est-ce qui va aller, comment ça va s'arranger? Et en fait, on se rend compte que, imaginons quelqu'un en fauteuil roulant, il pourra toujours se dire certes, j'ai plus mes jambes, mais j'ai mes mains. Certes, je peux plus voir, mais je peux entendre. Et depuis ça, je pense, depuis ta maladie, on essaie de voir les choses du côté positif. Quand il nous arrive quelque chose, que ce soit petit comme crever un pneu ou grand comme une maladie, on se dit ok, il se passe ça, comment je peux faire pour le transformer en quelque chose de bien? Pour vous donner d'ailleurs un exemple plus flagrant de ce qui nous est arrivé de transformation d'un truc mauvais en un truc bien, 2 ans après ma spondylarthrite, on me diagnostique une maladie de Crohn. Alors une maladie de Crohn, c'est une maladie qui est souvent liée à la spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie des intestins, en gros, qui te fait aller aux toilettes beaucoup. Mais c'est le même fonctionnement que la spondylarthrite, sauf qu'au lieu de s'attaquer aux articulations, le système immunitaire s'attaque aux parois
des intestins, du côlon, ça peut aller de la bouche jusque tout en bas. Et voilà, et en gros, voilà, j'ai eu des périodes où j'allais quand même aux toilettes 60 fois par jour, ce qui fait toutes les 15 minutes et je ne dormais plus pendant des jours et des jours et des jours. On met une petite vidéo de juste. Et donc, à ce moment-là, donc je vais très mal avant le diagnostic, et puis là, on me fait une coloscopie, désolé pour le glam, et on voit des centaines de micro-ulcères dans mon rectum, donc la fin du tube digestif. On devient très intime là quand même, je trouve. On est quand même en train de parler de mon rectum ensemble. Et donc, voilà, on vous dit pas ça juste pour vous parler de mon rectum, ça n'a aucun intérêt. L'histoire, c'est de vous dire qu'à ce moment-là, on me diagnostique une maladie de Crohn et... Là, on se dit... c'est encore des nouveaux traitements, compliqués. Je me dis vraiment, c'est quoi la prochaine, quoi. Je cochais la liste. Puis j'avais 203. Et j'étais en médecine et j'allais mal. Et peut-être qu'une chose en entraînait une autre, en fait. J'étais pas au bon endroit. J'avais ma spondylarthrite, je souffrais beaucoup. Je me tape une maladie de Crohn. Et là, deuxième déclic, là, mon gars, mais c'est pas la peine. Tu vas pas continuer là de creuser ta tombe, quand même, parce que bon, faut pas déconner. Même si c'est pas des maladies qui tuent directement, ça ne rallonge pas mon temps sur cette planète, hein, on va pas se mentir, hein, ça fait plutôt l'inverse. C'est pour ça que je me suis dit, je vais arrêter médecine. Et moi, j'ai envie de faire le meilleur pâtissier. C'est ça que j'ai envie de faire, ça me ferait rêver. Je m'inscris, je fais le meilleur pâtissier. À une époque où j'avais tout juste mieux quelques mois avant le meilleur pâtissier, j'étais hospitalisé pendant 5 jours, branché de partout parce que je vivais un enfer. J'ai passé des jours où je me disais, je vais mourir, tellement je me sentais mal. J'ai vraiment cru que j'allais décéder. 3 mois plus tard, je suis au meilleur pâtissier, le smile jusque-là, je vis mon rêve. Et 1 an après ma grosse crise de maladie de Crohn, on me refait un check-up, si on peut dire ça, et on découvre que j'ai plus aucun ulcère dans le rectum. On peut applaudir mon rectum. Et à tel point que ma gastro-entérologue me dit, mais c'est dingue, enfin, c'est incroyable, il n'y a vraiment plus rien. C'est à se demander si t'as vraiment une maladie de Crohn. Voilà, je trouve que c'est quand même vraiment cool. C'était tellement dur qu'on a fait un truc incroyablement... Que tu as fait. Oui, que j'ai fait. Toi et ton rectum. On a fait un truc, moi et mon rectum, incroyable par rapport à l'ancien Charles qui avait vécu aucune difficulté, parce que j'ai eu une vie vraiment sans aucune difficulté. Et là, je me retrouve face à ça, et c'est grâce à ça que j'ai pris le courage de me prendre en main et d'aller vivre mes rêves. Et j'étais tellement heureux après ça, que je sais pas, moi c'est comme ça que je l'explique. Il y a peut-être des médecins qui vont regarder et se dire, il est un peu con celui-là, et tant pis, je m'en fous complètement, moi je vais bien, et je suis bien avec cette idée que mon mental, ma façon de me sentir à l'intérieur de moi m'a soigné. Et tes choix. Et mes choix m'ont soigné. Donc je suis pas en train de vous dire que si vous êtes en fauteuil roulant et que vous allez faire le meilleur pâtissier en sortant, vous allez vous mettre debout. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, faut rester terre à terre, mais... On relie un petit peu avec la vidéo sur la médecine quand on dit qu'il faut faire les choix dans la vie qui nous correspondent, et apparemment c'était un choix qui te correspondait parce que ça t'a permis quand même d'améliorer ta santé grandement. Alors je suis pas débile, non plus, on sait très bien que ma maladie de Crohn, elle peut repartir, il peut se repasser quelque chose. Dans tous les cas, je vais super bien. Je pense grâce à mes choix, et en tout cas, ça me fait du bien de me dire que c'est grâce à mes choix. Et je suis sûr que vous, derrière votre écran, peu importe ce qui vous arrive, peut-être vous avez une déception amoureuse, peut-être que vous avez quelqu'un de votre famille qui est parti trop tôt et c'est très triste, et voilà, ou vous êtes malade, je sais pas. Et vous pouvez transformer ça en un truc extraordinaire. Vous pouvez décider aujourd'hui, maintenant, de vous servir de ça pour faire un truc que vous n'auriez jamais fait et qui pourtant vous ferait rêver. Même si c'est des toutes petites batailles, même si c'est des tout petits choix, mais par exemple, prendre le choix d'aller à la salle de sport, bah, ça peut vous faire énormément de bien. Prendre le choix de suivre une passion, de se lancer dans des cours d'art plastique ou je ne sais quoi. De dire à vos parents que vous les aimez, si vous bien. l'avez jamais fait. De faire des trucs incroyables et qui vous feront vous sentir bien au fond de vous. Et c'est toutes ces petites victoires qui font qu'on peut transformer quelque chose de négatif en quelque chose de plus positif. Donc là, on a vu un petit peu toute la partie du côté de Charles, du côté de la personne qui est malade. Et moi, j'aimerais aussi parler, je pense que tu seras d'accord, des personnes qui sont à côté. Charles est tombé malade, moi j'étais à côté, je suis devenue sa chérie, ça fait maintenant 6 ans qu'on est ensemble et que t'es malade depuis 6 ans. Vous vous rendez compte, si j'avais pas été malade, on serait peut-être pas ensemble. Et c'est vrai. C'est fou le positif. Yes.
Et autour, il y a aussi toute sa famille, sa maman, frères et sœurs, son papa, sa grand-mère, ses grands-parents. En tout cas, il y a un large panel de personnes qui vivent la maladie d'un autre œil en fait que celui qui est malade. Et c'est assez compliqué parce que dans notre place, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et je pense les parents aussi un petit peu, on se sent totalement impuissant. On voit la personne qu'on aime ne pas pouvoir bouger, ne pas pouvoir se laver, ne pas pouvoir courir, faire du sport, enfin énormément de choses et on se dit mais merde, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Et souvent la réponse c'est rien du tout à part être à côté et lui tenir la main. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre tenir la main et dire ça va aller mon chéri, c'est rien, ça va aller, et le moment où on arrive à pousser un petit peu la personne à se tenir plus droit, à sourire, à essayer de voir le côté positif. Et ça a été longuement difficile dans notre relation parce qu'il y a eu des moments, on vous cache pas, où dans notre couple c'était pas difficile dans le sens où on allait se quitter ou quoi, mais c'était mis à rude épreuve. Quand Charles devait dormir pendant 2 mois dans un fauteuil tellement il avait mal et que j'étais toute seule dans le lit, autant vous dire que c'est compliqué, il y a une distance qui se forme. Obligatoirement. Une distance physique parce qu'évidemment on dort pas ensemble et même dans la vie de tous les jours on pouvait pas marcher où on se tenait la main ou quoi parce que Charles boitait, il était tout le temps un petit peu là comme ça. Il y a une distance mentale aussi parce que on ne pourra jamais comprendre ce que l'autre vit dans un sens comme dans l'autre. Sa posture est compliquée, mais la posture de la personne à côté aussi. C'est horrible. Je sais qu'il y a eu des moments où tu pouvais pas te laver, où je devais t'aider à te laver et du coup on entretient une relation qui change et qui devient un petit peu... C'est pas malsain parce qu'on n'a pas le choix, mais on passe d'un côté d'amoureux ou quelque chose où on commence à soigner l'autre, où on va devoir s'en occuper. Et c'est extrêmement dégradant aussi pour la personne qui est malade. Faut vous dire que elle me mettait une petite chaise en plastique dans ma douche, j'étais assis, je pouvais pas me tenir droit, j'étais comme ça, et elle me lavait, j'arrivais pas à lever mes bras. Enfin c'est... Notre chérie, avec un E ou sans E, a pas à faire ça, enfin c'est... C'est juste que ça crée une autre relation en fait, où forcément quand toi tu pouvais pas bouger, je devais faire le ménage, la cuisine, aller chercher les cours, te faire travailler parce qu'on était quand même en médecine et tout un tas de choses en fait qui fait aussi que notre relation s'est renforcée mais que ça a été pas évident. Et si vous êtes dans la situation de la personne à côté, comme moi je le suis, comme les parents de Charles le sont et ses amis aussi, parce que les amis ont pas une place facile, on sait jamais s'il faut en parler avec la personne. Est-ce qu'on lui demande s'il va bien? De tous mes amis, je n'ai quasiment jamais reçu un message me demandant comment j'allais. Et c'est pas parce qu'ils se demandaient pas comment j'allais, c'est parce que ils se disaient peut-être que là il va bien, et que si je lui demande, il va... Je suis sûre que c'est ça. Et c'est juste trop mignon, mais c'est compliqué aussi pour toi et même pour moi en tant que chérie. En plus, je suis plutôt protectrice. Voilà, il faut que tout se passe bien pour Charles. Quand je vois des gens qui viennent pas lui demander si ça va alors qu'il était dans une situation horrible, on lui a pas tourné le dos, mais c'était un petit peu tu te démerdes. Mais vraiment, je pense que on a tendance à croire que c'est celui qui est malade ou qui souffre qui a la place la plus compliquée. Et moi, ce qui me rendait le plus mal, c'est de voir à quel point elle pouvait rien faire pour moi. Moi, j'étais évidemment irritable, parce que le moins de mouvement vous fait mal. Imaginez la situation. Déjà, il y en a, c'est juste en se levant le matin, ils sont fatigués, ils sont irritables. Là, c'est multiplié par 1000. Et elle, sa seule question en se réveillant le matin, c'est chaton, est-ce que tu peux aller en cours ou j'y vais toute seule? Je lui répondais à peine que non, j'allais pas bouger. C'était impossible. Et elle passait ses journées seule à la fac en train de se demander est-ce qu'il est en train de souffrir, de pleurer, de crier. C'est une position qui est très compliquée et je sais qu'un bon nombre de fois elle aurait voulu souffrir à ma place et je crois que j'aurais pas trop voulu être à la sienne à vrai dire. Je sais que dès qu'elle a un petit rhume, je suis en stress. On peut dire que je suis très chiante quand même quand je suis malade. T'es stressée. Je te l'accorde. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile d'être avec quelqu'un de malade. Et pour moi, c'est une situation qui est encore plus compliquée. Jusqu'à ce que je tombe malade, tu pourras pas vraiment dire. Il va falloir que tu tombes malade pour que vraiment on puisse comparer. Enfin tout ça pour dire que les deux positions sont vraiment pas faciles, mais que dans tous les cas, déjà être unis, essayer de discuter, de parler de la maladie ou aussi de parler de la situation d'à côté. Moi je sais que quand j'allais voir mes parents, bon ça c'était évident, mais je sais que quand mes beaux-parents, les parents de Charles me posaient la question de comment j'allais moi, ça fait aussi du bien de savoir que on se soucie moi aussi, qu'il n'y a pas que la personne qui est malade qui est importante, parce qu'on est tous importants sur cette terre, malade ou pas malade. Et quand on est malade, on attire l'attention des gens d'une manière incroyable et les gens qui sont à côté gardent une toute petite part de la lumière et c'est très difficile d'être à côté de quelqu'un de malade parce que automatiquement on va s'en occuper plus. C'est à la fois humain et à la fois faudrait pas faire ça. Pour conclure un petit peu cette vidéo, c'est très compliqué d'être dans les deux positions. Dans tous les cas, le mieux, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de parler au maximum, surtout quand on est dans un couple, je pense, pour savoir ce dont l'autre a besoin. Si Charles avait besoin qu'on arrête de parler de sa maladie un temps, il faut que je le comprenne aussi, même si moi j'avais envie d'en parler.
et vice versa. Je pense que la clé vraiment dans tout ça, c'est l'écoute, que ce soit par rapport à un professeur qui peut s'énerver un peu trop vite ou pas comprendre, les amis qui peuvent s'éloigner parce qu'ils se sentent impuissants, la famille qui comprend pas forcément non plus, même si de notre côté on a eu beaucoup de chance. La parole, l'écoute, la compréhension est certainement la clé pour plein de situations. Le mot d'ordre de la vidéo, c'est que on va super bien. Oui. Faut savoir qu'aujourd'hui j'ai un super traitement qui fait que je peux aller au sport tous les jours. Je suis sûre, vous avez jamais remarqué qu'il boitait parce que je crois que tu ne boites plus depuis... Ça doit faire 2 ans, je pense, que je boite plus parce que ça fait 2 ans que je suis traité. Donc là, je voudrais passer un petit message tout particulier à tous ceux qui ont une spondylarthrite, qui en souffrent, qui sont en train de se faire diagnostiquer. Il existe un traitement que je prends moi actuellement qui m'a changé la vie, qui m'a littéralement sauvé la vie, qui s'appelle les anti-TNF alpha. C'est un traitement qui détruit ces petites molécules qui bouffent les articulations, pour la faire gros. C'est un traitement qui est assez dangereux et du coup les médecins ont du mal à le donner à leurs patients parce que on comprend, ils ont pas envie de les mettre face à des risques élevés. Et pour autant, il est génial, donc je pense que si vous souffrez de ça, que votre traitement actuel vous soulage pas assez, parlez-en à votre médecin, demandez-leur des conseils sur les anti-TNF, est-ce que c'est bien pour eux à ce moment-là de la maladie parce que vous souffrez beaucoup et vous en avez besoin. Voilà, c'est la petite parenthèse, ça peut changer votre vie du tout au tout, même si ça fait un petit peu peur. Foncez là-dedans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Le but pour nous, c'était de vous faire passer le message que faut rester positif dans la vie, que malgré les apparences où on a l'impression que tout va bien pour nous, on a vécu des choses aussi compliquées, mais on a décidé de se relever et on a été aidé par plein de personnes, etc. On n'a pas tout fait tout seul, mais il y a des moyens et on vous souhaite de trouver ces moyens, de trouver cette force, cette envie de vous en sortir ou d'aider les personnes qui vont pas bien, d'être plus indulgents, plus patient et de discuter, vraiment parler, c'est je pense la chose la plus importante. On espère que ce qu'on a pu vous transmettre vous a plu, a pu vous aider quelque part, vous aidera peut-être un jour. On l'a fait vraiment avec le cœur et absolument pas pour nous apitoyer. Non, on est très heureux, on va très bien, faut pas s'apitoyer sur notre sort. On vous envoie plein d'amour, bon courage pour tous ceux qui vivent des choses difficiles et bon courage pour tous ceux qui vivent plein de trucs faciles. Profitez de la vie, elle est trop cool. Faites des trucs extraordinaires. Il faut faire des choses folles parce qu'on n'a qu'une vie. Donc voilà, profitez bien, éclatez-vous, on vous fait des gros bisous et à très vite pour de la patoche.